J'aimerais commencer donc ce moment de rencontre avec Jean Stern en donnant tout de suite en fait la parole pour introduire au collectif de la Marche des Fiertés de Calais, parce que pour nous, la Marche des Fiertés de Calais, c'est un événement en fait fondamental à Calais dans sa manière finalement de penser cet événement, et je pense que la manière dont c'est fait va avoir beaucoup d'écho avec des questions qui vont se poser aujourd'hui. Alors je te laisse la parole, Céline. Bonsoir tout le monde. Donc moi je suis Céline, je fais partie du collectif de la Marche des Fiertés de Calais. C'est une marche des fiertés qui a été lancée il y a 3 ans. Il y a eu 3 éditions pour l'instant et on prévoit de faire une 4e édition si vous voulez sortir vos agendas. Ce sera le 6 juin 2026, le samedi 6 juin, c'est bien sûr. Donc cette marche des fiertés, elle est partie un petit peu d'un constat que sur Calais, il y a quand même peu de lieux où se retrouver, où se rassembler au sein de la communauté LGBT. Et les quelques lieux existants sont des lieux plutôt éloignés du monde politique. Donc nous, on voulait justement retrouver, en tout cas créer ça sur le Calaisis. Et ça fait écho à plein de militances qu'on a également par ailleurs, que ce soit féministe, c'était quand même un des premiers piliers de cette Pride, c'est une Pride féministe, c'est une Pride anticapitaliste, c'est une Pride politique dans lesquelles on tient des discours politiques, où le choix des artistes est politique, le fait de ne pas avoir de budget, de financeurs du monde capitaliste, c'est politique. On est en autogestion, à chaque fois on s'autofinance en fait de briques et de broc, mais ça suffit. On est aussi pas mal soutenu, du coup, nous il nous faut juste un camion, du son, un DJ, et hop, c'est parti quoi. Une déclaration de manifestation et la rue est à nous. Voilà, on est apartisan, mais on n'est pas apolitique, ça on tient bien à le dire. On ne souhaite pas être en tout cas rattaché à un parti politique ou les syndicats, etc. On est vraiment dans une autonomie assez forte, ce qui nous permet une grande liberté. Bien sûr, on peut rêver des prides avec des super chars et tout. Nous, on a un petit camion et en fait, ça fait aussi notre identité. C'est la 4e année que ça va se passer encore comme ça cette année. Au début, on nous disait « il faut plus de son, il faut plus de camions ». Et puis en fait, finalement, je crois que les gens y ont trouvé quelque chose de très fort dans cette Pride parce que tout le monde est obligé d'être très proche du coup. Donc ça danse, ça chante, il y a des discours très forts. Il y a toujours une place pour la FPS aussi au sein de notre Pride. Et voilà, je vais complètement découvrir votre texte aujourd'hui. Du coup, je ne sais pas, est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Après, s'il y a des questions, c'est je vais rejoindre le public parce que vraiment, c'est une petite annonce comme ça, mais je participerai volontiers après dans l'échange. Est-ce que je peux vous poser une question? D'abord, merci d'être là. Pour moi, c'est très important parce que ça fait longtemps, la première édition de ce livre est parue en 2017, que j'essaye par tous les moyens de rassembler les gens autour de cette idée de pinkwashing dont on va parler ce soir. Donc je suis particulièrement heureux que vous soyez présente ce soir avec la FPS ici à Calais. Et c'est en fait pas si souvent qu'on arrive à se rassembler les uns et les autres pour discuter d'un sujet qui pourtant nous concerne toutes et tous. Ça, c'est la première remarque, et donc je vous remercie beaucoup d'être là. La deuxième question, c'est une pure curiosité. Est-ce que la mairie vous donne une petite subvention juste pour savoir? Je m'en doutais, mais... On n'en a pas fait la demande après.
Vous n'avez pas fait la demande, non? Ça serait amusant de le faire, juste pour voir. Ah oui. Je voulais rajouter quand même un petit point, hein, justement aussi quand même avec la question des soutiens politiques. Ce matin est paru le programme du RN sur Lens, et dans leur programme, du Rassemblement national, qui voilà, a quand même de fortes chances de remporter la mairie, même si ce n'est pas fait. Et dans leur programme, je pense que la 30e ou 90e mesure, c'est faire grandir la Pride de Lens. Donc, il faut dire que ce sujet, vraiment, il touche à tous les partis. Et si on peut rameuter quelques votes avec l'idée de la communauté LGBT, et ben, même pour le RN, c'est bon à prendre. Donc, méfions-nous et restons indépendants. Bravo. Merci. Bravo. Alors, Jean Stern, tu es journaliste à Orient 21 et c'est un journal très important pour nous à la FPS. Tu as été aussi après une longue carrière de journaliste, chef de rédaction à Libération. Tu as des cofondateurs du journal Guépier, qui est aussi un moment très important dans la mémoire du journalisme français. Et tu as été aussi à Amnesty International, tu as été rédacteur de la chronique pour la section française. Mais au-delà de ça, en fait, on a parlé de l'importance des rencontres à Calais, finalement de ces récits qui se croisent dans ces luttes et l'exigence en fait de rester dans la rencontre. Nous, cette rencontre, on l'a pensée avec une autre rencontre de quelqu'un que tu connais bien, qui est celle de Karim Katan. En fait, Karim Katan, qui est un très grand romancier palestinien qui vit aujourd'hui à Paris, il a écrit Eden Alob, et dans Eden Alob, je vous conseille vraiment de lire, en fait, c'est l'histoire d'amour, de désir, de deux hommes palestiniens, Isaac et Gabriel, qui échappent, en fait, qui essayent d'échapper à l'imaginaire colonial, à la violence de l'occupation, par des moments d'amour, de désir. Et en fait, ça nous a troublés dans le vrai sens du terme. On s'est demandé, qu'en est-il des vies LGBTQIA+, aujourd'hui en Israël et en Palestine? Et là, il y a eu votre ouvrage, Mirage Gay à Tel Aviv, qui, moi, ce qui m'intéresse, c'est une enquête sur ce que vous allez appeler, on va comprendre pourquoi, une vérité dégueulasse, celle aussi du pinkwashing en Israël. Et en fait, votre enquête, elle gratte sous des images qui peuvent des fois être glacées dans les deux sens du terme, c'est-à-dire de la propagande israélienne qui a fait d'Israël la terre de la tolérance et des droits. Et ce qui était intéressant, c'est que votre récit, pour autant, et quand vous parlez, on sent ça, c'est pas non plus le récit d'une désillusion, c'est pas non plus quelque chose qui est simplement de dire, voilà, il y a de la propagande israélienne, et ben vous montrez que derrière les illusions, il y a aussi des résistances, des échappées, des récits de vie. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, et c'est pour ça que je vous conseille vraiment la lecture de cet ouvrage, c'est que vous donnez, et là il y a un style qui est quand même assez étonnant, vous donnez en fait beaucoup de place au corps aussi des personnes, au désir des personnes. Et ça, je retrouvais ça aussi chez Karim Katan, quelque chose d'un rapport à qu'est-ce qu'on donne, comment on donne lieu à des vies qui sont totalement invisibilisées ou qui sont recouvertes par la violence aujourd'hui de la propagande israélienne. Et comment on donne une place à des engagements aussi queer contre le génocide. Mais dans ce premier temps, alors voilà, comment ça va se passer la rencontre, pour que ce soit clair pour tout le monde, on va avoir deux temps. On va avoir un premier temps avec quelques questions. J'ai pris plein de questions, je vous rassure, je ne vais pas faire toutes ces questions, sinon vous ne pourrez jamais parler. Mais quelques questions, après on va laisser les questions du public émerger sur vraiment la question du pinkwashing. Et dans un deuxième temps, on va parler de votre retour. Vous avez été en Cisjordanie il y a très très peu de temps, quelques jours. Voilà, un retour de terrain, comme on dit, sur quelle est la situation aujourd'hui, peut-être quelle est la situation aussi par rapport aux enjeux qu'on aura évoqués dans le premier temps. Alors, j'ai commencé par une question qui est importante dans votre ouvrage. C'est vous commencez par le trouble qui est provoqué par une photographie. Une photographie, celle d'un soldat qui est aussi gay, et qui pose à Gaza. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette photographie? Oui. Bonjour d'abord. Il y a un truc qui est très important dans... Pardon, j'ai foutu en l'air le micro. Vous voulez que je prenne le micro? Oui, c'est mieux. Il faut l'allumer. Allô? Non, il marche pas. Oui, vous m'entendez? Non, j'ai tout. Ah non, j'ai...
Juste un micro qui... C'est bon. Allô? Oui, ça va? C'est pas trop fort comme ça? Non. Il y a un truc dans ce que tu viens de dire, Jérémy, qui est important pour moi, et qui est venu petit à petit autour du travail de ce livre. Donc je vais raconter deux choses d'abord. Le premier, c'est cette idée, les queers contre les gays. Alors, c'est une question qui peut paraître théorique, comme ça. Est-ce qu'il y a une identité queer aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une identité gay? Ma réponse est oui. Ma réponse est oui, et elle est compliquée parce que l'identité queer, aujourd'hui, à travers le monde, hein, pas seulement en France, etc., elle est en construction, elle est en évolution, et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans la construction de cette question queer, la question palestinienne, elle est centrale. Ce qui est en train de, aujourd'hui, à travers la planète, faire une espèce de plateforme commune à tous les queers, c'est-à-dire les queers, ça veut dire les homosexuels, les lesbiennes, les trans, les intersexes, et toute une série de gens qui ont envie de s'intéresser à ces questions. Et aujourd'hui, la question qu'on se pose ensemble, c'est comment on peut accepter collectivement l'exploitation de l'homosexualité à des fins de propagande politique. Évidemment, première question, est-ce que c'est propre à Israël? La réponse est en partie oui. C'est-à-dire que la question homosexuelle, qui aujourd'hui fait partie, le petit exemple que vous avez cité tout à l'heure sur le Front National, qui dit « Ah ouais, il faut donner du fric à la Pride locale », voilà, ça fait partie de cet élément de propagande. Le Front National dit aujourd'hui « Je défends les gays et les femmes », contre les arabo-musulmans. Donc cet élément-là fait partie de ce combat global pour savoir où nous sommes. Où nous sommes, c'est-à-dire collectivement, nous les queers, gays, lesbiennes, trans, etc., comment on peut se situer et répondre à ces discours. Ça, c'est le premier point que je voulais vous dire. Le deuxième point qui est très important, c'est la naissance de cet ouvrage. C'est-à-dire que moi, je vais parler un tout petit peu de moi, mais il se trouve que j'allais pas mal en Israël, ou comme journaliste ou comme individu, puisque j'ai une partie de ma famille qui réside en Israël, et que, au fur et à mesure des années, le système israélien, la manière dont les Israéliens traitaient les Palestiniens, la manière dont les Israéliens mentaient au monde entier et dont nous sommes rentrés dans ces mensonges auxquels on a cru. Vous parliez, et on aimait tous beaucoup Léla Chaïd, mais Léla Chaïd est morte de ses échecs aussi, collectifs, c'est-à-dire de cette croyance qu'on a eue tous ensemble, et moi le premier, hein, j'aimais beaucoup Léla Chaïd pour ça, parce qu'on imaginait qu'on allait pouvoir discuter avec les Israéliens, on imaginait qu'Oslo allait arriver à quelque chose, on imaginait qu'un État palestinien allait non seulement naître, puisque formellement il existe l'État palestinien aujourd'hui, mais allait pouvoir se développer. Et on s'est aperçu que tout ça ne fonctionnait pas. Deux, j'avais décidé personnellement en 1996, après l'assassinat d'Yitzhak Rabin, de ne plus retourner en Israël. J'avais une espèce de révolte en fait contre ce pays et contre sa politique, et l'assassinat de Rabin me paraissait être l'assassinat d'Oslo auquel j'avais cru, c'est-à-dire un processus de paix. Donc ça, mis bout à bout, pendant 15 ans, pratiquement, j'ai plus mis les pieds en Israël, et pour être franc avec vous, je ne m'en suis pas porté plus mal. Et puis, j'ai été dans les années, à la fin des années, en 2008-2009, par là, j'étais prof de journaliste, et mes élèves me disaient, dans l'école où j'enseignais, emmène-nous en Palestine, emmène-nous en Israël, tu connais, tu as des contacts, tu as des machins et tout. D'autres collègues me le disaient. On a fait un accord, l'école où j'étais se trouvait à Paris, on a fait un accord avec une école qui se trouvait à Bruxelles, on a fait un accord avec une école qui se trouvait à Neuchâtel, en Suisse, donc un petit monde francophone, et j'ai emmené, avec un collègue photographe, j'ai emmené une vingtaine d'étudiants en Palestine en 2009. L'été 2009, je me dis, bon, puisque j'y vais, je vais aussi en profiter, passer 3-4 jours avant, pour profiter un peu de mes cousins et cousines qui étaient à Tel Aviv.
J'arrive à Tel Aviv un soir de juillet 2009 et je vois là, je dîne avec ma cousine dans un restaurant de la ville, à Tel Aviv. Vous savez que Tel Aviv est une des places fortes du capitalisme mondial aujourd'hui, puisque c'est une place forte de deux industries centrales dans le capitalisme mondial, l'industrie de la technologie et de la surveillance numérique et l'industrie militaire, évidemment. Et donc, dans cette ville riche, cette ville très animée, etc., on dîne avec ma cousine, il est 10h du soir, et elle reçoit une alerte sur son téléphone, attentat au centre gay, 3 morts. C'était le soir de mon arrivée. J'ignorais même qu'il y avait un centre gay à Tel Aviv, puisque je n'étais pas venu depuis 15 ans, et 15 ans après, il n'y avait pas 15 ans avant, il n'y avait pas du tout de centre gay. Donc, pardon, je me mets un peu plus près. Donc, je dis à ma cousine, on y va. Elle ne veut pas y aller parce qu'elle a peur de la guerre. J'y vais tout seul et j'arrive, c'était près, pour ceux qui connaissent peut-être Tel Aviv, en plein centre, près des allées Rothschild. Je vois des centaines et des centaines de personnes, des ambulances, des véhicules de secours, etc., et des centaines de personnes qui se regroupent pour protester contre ce qu'on ne savait pas encore, cet assassinat de jeunes gays, puisque c'était 3 personnes qui ont été tuées, qui avaient moins de 25 ans, ces 3 personnes, et dont on ignorait qui les avait tuées. Il y a une grande émotion, évidemment, dans la ville, et le lendemain est annoncé un rassemblement au parc Gallimard, qui est un grand parc du centre-ville, en hommage aux victimes de l'attentat, en présence du Premier ministre. Premier ministre dont vous connaissez le nom, puisqu'il venait de reprendre le pouvoir à l'époque, c'était Benjamin Netanyahou. J'arrive, au moins 4000, 5000 personnes peut-être, des milliers de personnes, et ils écoutent le Premier ministre israélien chanter la cause gay. Je dis bien la cause gay parce que c'était une manière de parler des homosexuels masculins, et exclusivement des homosexuels masculins. Donc il chante les louanges de la cause gay, et la foule l'applaudit, et on se met à entonner, pas moi, vous vous en doutez, d'abord parce que je ne connais pas les paroles, mais la foule se met à entonner l'hymne sioniste. Pas l'hymne d'Israël, l'hymne sioniste, qui est autre chose. Et là, j'avoue que si je peux me permettre cette expression un petit peu familière, je suis sur le cul. C'est-à-dire que je dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? D'où viennent ces gens? Comment s'est constituée cette histoire? Comment des homosexuels peuvent aujourd'hui applaudir un Premier ministre qui est en train, et qui ne s'en est jamais caché, de vouloir mettre à bas les accords d'Oslo, de vouloir faire disparaître ce qui était les prémices d'un État palestinien, et de vouloir, on le voit aujourd'hui, finalement, exterminer en tant que tel les Palestiniens. Donc je me dis, il y a quand même quelque chose qui cloche. Pourquoi je me dis qu'il y a quelque chose qui cloche? Parce que, Jérémy l'a rappelé, moi je viens d'une histoire personnelle, mais commune à plein d'entre nous, de libération. C'est-à-dire que pour moi, l'engagement dans le militantisme homosexuel, à la fin des années 70, était d'abord pour une cause de libération. Et Netanyahou, c'est évidemment exactement le contraire. Donc, j'ai voulu essayer de savoir ce qui se passait, j'ai voulu essayer de comprendre ce qui se jouait, et j'ai essayé de comprendre qui étaient ces gens, ces homosexuels de Tel Aviv, qui manifestaient si bruyamment leur soutien à un Premier ministre qui, pour moi, était d'extrême droite. Je ne vais pas avouer public que je vais rappeler que, idéologiquement, la personne qui a armé l'assassin de Rabin, c'était Netanyahou. Le responsable, aujourd'hui, de plus de 70 000 morts à Gaza, c'est toujours Netanyahou. Le responsable de l'annexion de Gaza, c'est toujours Netanyahou. Mais je vois, en regardant un petit peu, je regarde un peu autour de moi, je regarde le monde et tout, je m'aperçois que, en fait, ce que j'ai vécu sur place est quelque chose qui n'est pas du tout spontané.
Quelque chose, alors, je ne suis pas du tout complotiste par l'esprit, hein, donc n'imaginez pas que je vois un complot, je vois la réalité, je regarde la réalité et je m'aperçois qu'il y a un phénomène mondial qui est en train de se produire, qui est finalement la guerre idéologique entre le camp de l'Occident et le camp de l'Orient. Je vais être même plus direct, je vais dire le camp arabo-musulman. Et que cette guerre idéologique, elle a commencé aux États-Unis et elle a commencé après le 11 septembre. Le 11 septembre, avec les 3000 morts dans les tours jumelles de New York, a fait muter une partie de la communauté homosexuelle américaine. Alors, cette mutation, elle a quelque chose de logique. Les homosexuels américains, comme les homosexuels français, vous avez vu un sondage peut-être récemment qui est totalement désastreux pour moi, compte tenu de mon histoire, les 40% des homosexuels français s'apprêtent à voter pour le Front National, le Rassemblement National, aux prochaines élections municipales. 40%. 40%. Donc on assiste aujourd'hui à un tournant. Et ce tournant, eh ben, il est né aux États-Unis avec ce qu'on a appelé, après coup, quand on l'a compris, l'homonationalisme. La nation, la défense de la nation, la défense de la civilisation. Or, c'était exactement le discours de Netanyahou. Le discours de Netanyahou consistait à dire « on ne se bat pas les Palestiniens parce que c'est les Palestiniens, mais on se bat contre les Palestiniens parce que c'est des arabo-musulmans ». C'est déjà en soi une erreur, puisqu'il y a beaucoup de Palestiniens qui sont chrétiens, passons, mais c'était surtout l'idée de transformer un conflit colonial en conflit de religion, en guerre de civilisation. Et je rappelle à tous les gens qui sont un peu âgés dans cette salle, il y en a quand même quelques-uns, que la guerre de civilisation a construit toutes les nouvelles idéologies de toutes les droites mondiales depuis 2001. Et que donc, Netanyahou n'a fait que mettre ses pas dans un mouvement idéologique qui était né aux États-Unis. Et il a entraîné la communauté homosexuelle. Alors, j'en finis avec ce préalable pour dire qu'est-ce qui déclenche mon exaspération actuelle. Ben, mon exaspération actuelle, c'est toute cette enquête que j'ai faite sur laquelle on va revenir, et c'est ces deux photos. Alors, ben, le plus simple pour les photos, je vais vous faire passer cette fiche, mais pardon de la qualité de la photocopie, c'est le soldat, il s'appelle Yoav Azomoni. Voilà les photos, et on va les faire tourner pour que vous les voyez mieux. Première photo, attends, il faut juste que je retrouve la date. Voilà, le 8 juin. Pardon. La première photo, la photo que vous allez voir en haut, c'est le 8 juin 2023, c'est la Gay Pride de Tel Aviv. Alors, j'ai adoré votre petit camion et votre petite sono, parce que la Gay Pride, ma question sur la municipalité n'était pas tout à fait innocente, puisque la Gay Pride de Tel Aviv est financée entièrement par la municipalité. Et d'ailleurs, ils me disent, quand je les rencontre, que ça leur coûte pas cher. 100 000 $. Enfin, 100 000 $ pour nous, c'est beaucoup. Mais, si vous les aviez, vous seriez contents. Mais 100 000 $, c'est pas beaucoup, compte tenu de ce que ça rapporte. Compte tenu de ce que ça rapporte, puisque ça rapporte environ, pour 2023, selon les estimations, 170 millions de $. 170 millions de $. Pourquoi ça rapporte 170 millions de $? Parce que cette Gay Pride, si Sex and Son, se vend comme telle sur l'ensemble des marchés communautaires gays dans toute l'Europe, aux États-Unis, en Australie et dans tous les pays occidentaux. Et que donc, on a vendu une image de Tel Aviv, si Sex and Son. Mais cette image, elle n'est pas venue toute seule. Elle n'est pas tombée du Saint-Esprit, si j'ose dire, à propos de Tel Aviv. D'ailleurs, il y a un truc très intéressant, c'est que le marketing israélien, dans les années 2006-2008, va changer de slogan. Va changer de slogan. Le premier slogan d'Israël, le slogan marketing, c'était « The Jewish Heritage ». Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'héritage juif. Et ça veut dire que on va s'adresser à un public qui est un public essentiellement communautaire. Vous, les juifs du monde entier, venez voir votre héritage.
venez voir le pays que nous avons fait en votre nom. Bon, c'est bien gentil, mais de toute façon, les Juifs, ils venaient voir leur famille, comme moi d'ailleurs, plein de gens venaient voir leur famille, donc on n'a pas besoin de publicité pour ça. Et deux, ça ne rapporte pas un rond, puisque c'est, comme on dit en marketing, un public actif. Donc j'avais besoin d'aller chercher j'avais besoin, pas moi, évidemment, mais le gouvernement israélien avait besoin d'aller chercher un autre public. Pourquoi ? Israël, en 2006-2008, a la deuxième plus mauvaise image au monde, comme pays, juste après la Corée du Nord. C'est vous dire, la Corée du Nord, on n'endort pas la nuit. On se dit, est-ce que ce dingue va pas finir par nous foutre une bombe atomique sur la gueule, ou même s'ils font une bombe atomique sur Séoul, est-ce que ça va pas avoir des conséquences sur nous? Donc, deuxième pays au monde qui a la plus mauvaise image. Et quelle est l'image d'Israël? Ben, c'est l'occupation. Si Israël a une mauvaise image en 2006-2008, c'est en partie, mesdames et messieurs, grâce à votre travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, aujourd'hui là, 70% des gens pensent que le traitement que subissent les Palestiniens est injuste. 70%. Donc, d'une certaine manière, on a gagné la bataille de l'opinion. Sauf qu'en fait, on l'a perdu, la bataille de l'opinion, puisqu'on vous dit « Ah, tu racontes ça, antisémite. Tu racontes ci, antisémite. Tu racontes ça. » Madame Berger était cette semaine, Aurore Berger, ministre de la discrimination. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais Madame Berger nous a sérieusement discriminés cette semaine en allant à Tel Aviv et en racontant partout que la France était un ramassis d'antisémites. Les antisémites, c'est vous et moi. Hein. Passons. Donc, l'image d'Israël est tellement mauvaise en 2006-2008 qu'il faut chercher à la changer. On va faire travailler, à l'époque, des cabinets, des agences de publicité, des spécialistes des marketing, et il y a des spécialistes du marketing gay, bien entendu. Il y a une boîte qui s'appelle Outnow, qui existe toujours, qui est basée à Amsterdam, et qui travaille sur le marketing gay, comment faire venir les gays. Et les gays au fort pouvoir d'achat. Ils étudient tout ça, et ils s'aperçoivent de deux choses. Pour changer une image, il faut chercher un public. Et deux, il faut utiliser ses atouts. Tel Aviv, qui est une ville en train de muter grâce à l'argent, et j'insiste beaucoup là-dessus, Tel Aviv s'est modernisé, s'est développé, s'est construite ces 20 dernières années avec l'argent, les masses d'argent considérables gagnées avec la high-tech et l'industrie de la défense, qui sont d'ailleurs totalement connectées, puisque une bonne partie de la high-tech est sortie directement de l'armée. C'est le seul pays au monde, qui a un incubateur d'entreprise à l'intérieur même de l'armée. C'est-à-dire, vous êtes très doué en informatique, vous avez une idée géniale de surveillance de masse, vous faites votre service militaire et l'armée va financer votre projet de start-up. Et si ça gagne, l'armée deviendra cliente de ce que vous avez développé au sein même de l'armée. Donc c'est un système qui leur permet de développer à la fois de la recherche et surtout de continuer à sophistiquer les outils qui sont à leur disposition pour anéantir les Palestiniens. Alors quand je dis le mot anéantir, il y a 10 ans, on me disait « t'exagères », aujourd'hui, malheureusement, plus personne ne me dit « t'exagères ». Ça correspond à la réalité. Et donc, ce marketing-là va identifier un nouveau public et il va identifier comme public cible pour Tel Aviv le public gay. Et donc, on va utiliser les atouts de Tel Aviv. Quels sont les atouts de Tel Aviv? C'est une ville, si vous voulez penser à rien, c'est une ville merveilleuse. C'est une ville merveilleuse, vous avez des belles plages, vous avez la mer Méditerranée, vous avez des clubs, vous avez des restaurants, vous avez des beaux hôtels, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il fait beau, tout va bien, quoi. Et donc, ils vont récupérer ça pour lancer un marketing spécifique destiné aux gays du monde entier. Alors, ça encore, tout est acté, tout est raconté dans mon livre. La ministre des Affaires étrangères de l'époque, qui s'appelle Tzipi Livni, lance une cellule en 2007 qui s'appelle Brand Israël. Alors, ça veut dire vendre Israël, donc vendre la marque Israël. Et ils vont faire toutes sortes d'études et tout, et ils vont s'apercevoir que dans le public actif, il y a les gays internationaux. Là encore, c'est extrêmement malin. Pourquoi? Parce que le 11 septembre a fait naître chez les gays occidentaux une peur du monde arabo-musulman. On sait aussi qu'il y a une tradition
très importante chez les gays occidentaux, et notamment chez les gays masculins, je précise toujours, chez les gays masculins français, une tradition d'orientalisme qui est une tradition de désir. On désire en France le corps de l'arabe. On désire coucher avec des arabes, pour dire les choses telles qu'elles sont. Et donc, il y a eu toute une tradition orientaliste en France, où on allait en Tunisie, où on allait au Maroc, où on allait en Égypte pour rencontrer des garçons arabes. Il y a même eu tout un phénomène en France, dans les années 2000, de culture iconographique, de culture pornographique autour du corps de l'arabe. Le premier site pornographique en France, à la fin, le premier site pornographique gay, en France, à la fin des années 2000, s'appelle Cité Beurre. Et donc, comme son nom l'indique, il vend du désir et du corps de l'arabe. Et donc, Israël va récupérer tout ça et va construire non seulement une industrie touristique, mais une iconographie qui est faite autour du corps et du désir. Et finalement, si on est un tout petit peu dans la réflexion, qu'est-ce qui ressemble le plus au corps d'un arabe? C'est le corps d'un juif. C'est des points communs. La moitié de la population d'Israël vient de l'Orient. La moitié des habitants d'Israël sont d'origine irakienne, yéménite, marocaine, algérienne, etc. Et donc, mettez-vous dans la rue, c'est très difficile, a priori, de distinguer un garçon arabe d'un garçon juif. Ils ont les mêmes origines, ils ont les mêmes racines, donc on va exploiter le désir du corps de l'arabe au profit d'Israël. On va exploiter la possibilité d'avoir de l'expérimentation sexuelle à Tel Aviv au profit d'Israël. On va exploiter la possibilité de passer un week-end merveilleux dans des bars, des saunas, des clubs, des restaurants, des plages et tout, au profit de Tel Aviv. Et on va transformer la Gay Pride, qui était une Gay Pride, et je le dis de manière non péjorative, qui était une petite Gay Pride régionale, qui recoupait à l'échelle d'Israël jusqu'en 2007-2008 environ 10 à 15 000 personnes, c'est déjà formidable, mais ça ne dépassait pas les frontières d'Israël, en un événement marketing mondial qui va rassembler jusqu'en... Donc la photo que j'ai fait tourner là de ce soldat va rassembler 170 000 personnes en juin 2023, 4 mois avant le début de la guerre à Gaza. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est ces deux photos qui résument un peu tout ce que je viens de vous dire. La première, c'est lui, ce garçon, à la Gay Pride de Tel Aviv, en juin 2023. La deuxième, le même garçon, en novembre 2023, à Gaza, devant un char, qui raconte sa guerre au nom de l'amour. Je fais la guerre au nom de l'amour. J'extermine les Palestiniens au nom de l'amour. Je fais ça parce que les Palestiniens n'ont pas le droit de s'emparer de cette idée qu'il y a éventuellement des homosexuels palestiniens, il y a éventuellement des lesbiennes palestiniennes, il y a éventuellement des trans palestiniennes. Et donc, tout ça va se construire et va s'amplifier en discours marketing. J'avais une question aussi par rapport à ça. C'est coopératif comme ça. J'ai une question parce que dans ton ouvrage aussi, t'expliques finalement que c'était pas du tout évident au départ, parce que dans l'imaginaire colonial sioniste, il y avait une lutte un peu contre une image féminine du juif dans les discours antisémites. C'est-à-dire le juif n'est pas un homme musclé, c'est pas un combattant. Comment on est passé de cette virilité coloniale à l'homonationalisme ? Oui. Alors ça aussi c'est une histoire très intéressante. Le mouvement sioniste à la fin du 19e siècle se construit contre les juifs. C'est quand même quelque chose, il faut changer les juifs et il faut changer le corps des juifs. Les juifs à l'époque sont regroupés, et avec des difficultés indéniables, ils sont regroupés dans l'Europe centrale et de l'Est, l'Ukraine, la Biélorussie, les pays baltes, la Russie évidemment, la Pologne évidemment, etc. Ou alors sur les rivages de la Méditerranée, au sens large,
puisque ça va avec des très grosses communautés au Yémen, en Irak, etc., etc. L'activité principale des Juifs à l'époque, que ça soit en Orient ou en Occident, c'est la religion. C'est des gens qui sont la plupart du temps pauvres, contrairement à la réputation qu'on lui fait. Il y a évidemment les Rothschild, il y a évidemment les grandes familles, mais ça n'est pas du tout la majorité des Juifs. La majorité des Juifs sont des gens pauvres. Les Shtetl dans l'Europe de l'Est sont très pauvres. En Afrique du Nord, les Juifs sont essentiellement des petits commerçants, des artisans, des menuisiers, des serruriers, etc., 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 etc. Et c'est des gens qui consacrent énormément de temps à la prière. Et la prière est considérée comme les sionistes qui sont laïcs. Et ça explique en partie les conflits d'aujourd'hui encore en Israël entre laïcs et religieux. Ils veulent éradiquer non pas la religion mais la pratique religieuse qu'ils considèrent comme féminine. C'est les femmes qui prient, c'est les femmes qui chantent. C'est les femmes qui doivent incarner la religion et pas les hommes. Les hommes, il faut les sortir de la prière, il faut les sortir du chant, il faut les amener vers des activités masculines. Les activités masculines, c'est quoi? Enfin, si on peut dire c'est quoi, parce que... Mais enfin, du point de vue de l'idéologie sioniste, les activités masculines, c'est le travail de la terre, c'est être ouvrier, c'est faire la guerre, etc. Ce qui fait que les deux institutions centrales de l'État israélien avant 1948 et après 1948 vont être l'armée, avant 1948 sous la forme de milices, qui vont mener la vie dure aux Palestiniens, mais aussi bien entendu à la puissance occupante britannique, et les kibboutz vont se fonder avant 1948 et vont, pour ceux qui ne le savent pas, être une organisation collective, donc d'inspiration de gauche, où on va mettre en commun l'exploitation de la terre qu'on va voler, et commencer à voler dès avant 48, après 48, et avec une grande accentuation ces derniers jours, ces dernières semaines et ces derniers mois, on y reviendra peut-être en deuxième partie. On va voler la terre aux Palestiniens et on va l'exploiter avec un slogan absolument génial qui est trouvé en 1948 par Ben Gourion, qui incarne cette volonté de viriliser le corps israélien. C'est « il faut faire fleurir le désert ». Donc on va dire aux hommes, les gars, arrêtez de prier, vous nous emmerdez avec vos prières, allez travailler la terre, prenez les fusils et allez tuer les Arabes. Et ça va marcher. Mais ce discours idéologique quotidien, il y a des phrases extraordinaires de l'époque. Par exemple, Léon Blum, vous connaissez tous Léon Blum. À l'époque, Léon Blum, comme vous le savez, était juif. Léon Blum, comme vous le savez, était avocat. Léon Blum, comme vous le savez, était un homme de gauche. Léon Blum, comme vous le savez, était président du Conseil en 1936. Les principales campagnes qu'on retrouve, que j'ai retrouvées en partie, mais que d'autres ont retrouvées encore plus que moi, les principales campagnes contre Blum, en 1936, au moment du Front populaire, l'accusent d'être homosexuel, l'accusent d'être une femmelette. Et donc, cette idée-là, cette idée profondément raciste, cette idée profondément immonde qu'on serait genré d'une manière ou d'une autre selon son activité, elle va traverser ce mouvement sioniste qui va utiliser des arguments qui sont pratiquement des arguments de racistes. On retrouve dans des textes du début du XXe siècle des textes qui sont pratiquement des textes nazis pour qualifier les juifs, écrits par des juifs eux-mêmes du mouvement sioniste. C'est donc quelque chose de totalement fascinant parce qu'ils veulent absolument changer le juif. Et d'une certaine manière, tout ce discours sur l'armée, il y a plusieurs films et plusieurs livres israéliens qui l'ont raconté, tout ce discours sur l'armée, tout ce discours sur la militarisation de la société israélienne qui se constitue en 1948, tout ce discours sur la virilisation des Juifs et la fin de la prière, elle va entraîner, d'une certaine manière, la formation d'homosexuels. À force de dire il faut des nouveaux Juifs, il faut un nouveau corps juif,
il faut une nouvelle mentalité juive, il faut faire la guerre aux Arabes, et il faut arrêter on va créer de l'homosexualité. Et l'homosexualité va naître en Israël au sein même de l'armée. L'armée israélienne, qui, comme vous le savez, a beaucoup de défauts, a été la première armée au monde, je dis bien la première armée au monde, avant même l'armée des Pays-Bas, pays connu pour sa tolérance, a donné des droits aux homosexuels en 1995. 1995, il y a 30 ans. Pour mémoire, Badinter dépénalise l'homosexualité en France en 1982. Il n'y a toujours pas au sein de notre armée française de droits pour les homosexuels, les lesbiennes et les trans. Donc je peux dire deux choses. Je peux dire une chose, l'armée israélienne est en avance du point de vue des droits pour les homosexuels aujourd'hui sur l'armée française, mais ça lui sert à cacher, encore une fois, l'oppression des Palestiniennes, puisque ça lui sert à nourrir sa propagande, puisque quand la Gay Pride a lieu chaque année à Tel Aviv, sauf depuis 3 ans, mais peut-être elle aura lieu à nouveau en juin, elle est programmée, vous c'est le 6 juin ? Eh bien elle est programmée le 6 juin à Tel Aviv. Donc, on pourra se faire des liaisons radio, peut-être, je ne sais pas, on verra. Enfin, il y a peu de chances que j'y aille le 6 juin. Mais voilà, tout ça se construit autour de l'idée qu'il faut changer le juif, il faut viriliser le juif, il faut changer le juif, et ça va être le cœur du discours marketing des années qui va commencer à naître à partir de 2007-2008 au sein de cette cellule Brand Israël, présidée par Tzipi Livni, qui à l'époque est ministre des Affaires étrangères. Merci. Je vais faire une dernière question, parce qu'après je pense que vous avez beaucoup de questions par rapport à ce qui a été dit, et comme ça on pourra après passer au deuxième temps. Ce qui m'a aussi beaucoup intéressé, et je pense que c'était dû aussi à la nouvelle édition de l'ouvrage, c'est que tu parles aussi des gays palestiniens, des récits de ces vies aussi palestiniennes qui sont invisibilisées par le pinkwashing. Est-ce que tu peux revenir sur qu'est-ce que ça signifie être aujourd'hui gay en Palestine, comment le pinkwashing interagit avec ça, et j'avais en tête aussi ce que tu dis sur des collectifs qui ont existé comme la Laverie Noire, Black Laundry, voilà. Alors, dans l'histoire de la contestation de la politique israélienne en Israël même, la question palestinienne et la question de la liaison entre les queers palestiniens et les queers israéliens a été extrêmement importante. Vous le savez, pour les Israéliens, les Israéliens ne connaissent pas les Palestiniens. C'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, hein. Vous êtes à Tel Aviv, j'étais à Tel Aviv, j'en reviens, donc on en parlera dans un deuxième temps, mais quand je suis allé ensuite en Palestine, à Naplouse, la semaine dernière, mes amis de Tel Aviv n'ont jamais été à Naplouse. C'est à 60 km, mais ils ne savent pas que ça existe. Ils ne savent pas comment vivent les gens. Ils ignorent tout de ça. Or, c'est au début des années 2000, il y a un certain nombre de gens qui ont dit « c'est quand même pas possible ce pinkwashing, c'est quand même pas possible de se faire avoir ». Et ils ont développé un slogan qui maintenant est devenu universel, et je m'en réjouis, « pas en notre nom ». Pas en notre nom. Et à travers ça, ils ont cherché des liaisons avec les groupes, les gays palestiniens, puisque pourquoi il n'y aurait pas de gays et de lesbiennes en Palestine et de trans, puisqu'il y en a partout dans le monde. Donc c'est pas, les Palestiniens ne sont pas différents du reste de la planète et il n'y a aucune raison. Sauf qu'ils sont dans une situation d'oppression qui est triple. La première oppression, c'est l'oppression familiale. Les sociétés arabo-musulmanes sont souvent des sociétés extrêmement conservatrices. Et aujourd'hui, ces sociétés très conservatrices commencent à évoluer sous les pressions de leur propre opinion publique. On voit dans des pays comme le Maroc, que je connais assez bien, on voit des pays comme l'Égypte, que je connais assez bien, on voit évoluer petit à petit des petits groupes queer, au Liban également,
des petits groupes queer, en Jordanie également. Il y a par exemple à Amman un groupe queer, il y a un magazine queer, etc. Donc on voit des petits signes comme ça de volonté d'expression qui sont extrêmement importants parce qu'ils vont faire évoluer ces sociétés. Mais évidemment, ces gens ne veulent rien devoir à Israël. Il n'y a aucune raison de rendre compte à un pays qui t'opprime, un pays qui est responsable de ton enfermement, puisque la deuxième cause de difficulté des gays palestiniens, le conservatisme familial et l'enfermement. Or, qui enferme les gays palestiniens aujourd'hui? C'est Israël. Gaza est bloqué depuis 2007, comme vous le savez. La Cisjordanie est sous un mur depuis des décennies. Il n'est pas possible de sortir de Cisjordanie, et maintenant c'est presque impossible, sans un permis de travail, sans un accord de l'administration si vous devez aller à l'hôpital, etc., etc. Quand vous voulez partir à l'étranger, vous partez par le pont Allenby et vous partez par la Jordanie, par l'aéroport d'Amman. Donc vous êtes enfermés. Et cet enfermement, c'est le contraire de nos libertés. Nous, les homosexuels, les lesbiennes, les trans, nous sommes des filles de l'air, si j'ose dire. C'est-à-dire, on aime la liberté, on aime s'évader, on aime bouger, ça est interdit aux gays palestiniens. Et le troisième truc, c'est l'armée elle-même. L'armée israélienne, vous connaissez tous, j'imagine, ou peut-être vous en avez entendu parler, ce qui s'appelle l'unité 8200. L'unité 8200 est une des principales structures de l'armée israélienne, puisqu'elle emploie 7000 personnes. L'unité 8200 est chargée de la surveillance numérique des Palestiniens. Surveillance numérique des Palestiniens, ça veut dire repérer, entre autres, tous les gens qui sont hors des clous. Alors, les gens qui sont hors des clous, ça peut être des homosexuels, des lesbiennes, pour commencer. Ça peut être des gens qui jouent aux cartes et qui ont des dettes de jeu. Ça peut être des gens qui sont alcooliques. Ça peut être toutes sortes de gens qui sont hors des clous et qu'on va repérer et qu'on va utiliser pour les faire chanter contre leur communauté. Et on va te dire, si tu dénonces pas ton voisin qui est membre du Hamas ou membre de ceci, dont le fils a pris les armes et s'est caché quelque part dans les montagnes de Cisjordanie, eh ben, on va te dénoncer à ta famille. Et dénoncer à ta famille, ça veut dire une issue incertaine pour ton destin. Non pas, et il faut là aussi remettre les choses en place, puisque le discours israélien sur le pinkwashing dit « les gays palestiniens sont soumis à des crimes d'honneur quand ils sont dénoncés ». Ça n'est pas vrai. Il n'y a pas de crimes d'honneur contre les gays. Il y a des crimes d'honneur contre les femmes en Palestine. Contre les femmes. Il y en a 18 qui ont été recensés en 2024, dernière année dont j'ai les statistiques. Le seul crime d'honneur que j'ai repéré contre un homosexuel, c'était à Gaza, en 2009, et il semble que la personne qui était exécutée par le Hamas à l'époque comme homosexuelle ait été soumise à un chantage de l'armée israélienne et donc était devenu un collaborateur. Alors, on peut trouver ça évidemment immonde d'exécuter des collaborateurs, mais c'est la réalité des choses, c'est-à-dire c'est la réalité du terrain. Et donc, les gays palestiniens, face à cette triple peine, le conservatisme de leur société, l'occupation israélienne, les menaces de chantage sur leur propre vie, aujourd'hui, malgré tout, ils construisent un discours qui est un discours théorique et qui est un discours queer. C'est très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on réfléchit et donc ils sont dans ce mouvement universel de construction d'une pensée queer dont la Palestine est centrale. Il y a un livre qui est sorti aux États-Unis, bien entendu pas en France. En France, il serait interdit et on entendrait Aurore Berger et Caroline Yadan pousser des hauts cris. Mais il y a un livre qui est sorti aux États-Unis, qui est magnifique, qui s'appelle Queer Palestine. Et ce livre raconte le destin de queer palestinienne. Il y a aujourd'hui, à Paris, tu en as parlé, Karim Katan, un écrivain qui est traduit dans plusieurs langues, qui raconte des histoires d'amour en Palestine. Il y a un ami à moi, donc je peux dire son nom, il s'appelle Hamza, qui fait du stand-up homosexuel et qui est fils d'un général palestinien, d'un dirigeant de l'OFP.
Donc, vous voyez, tout ça c'est pas un monde fermé. Donc, c'est nous qui créons au contraire les conditions de l'oppression des Palestiniens en soutenant Israël, en soutenant l'enfermement des Palestiniens, en soutenant l'extermination des Palestiniens. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Et votre copain du Front National dont vous parlez à l'instant, permettez-moi de pleurer. Oui, je sais que c'est pas votre copain, mais permettez-moi de pleurer. Permettez-moi de pleurer. Aujourd'hui, quelles sont les forces qui sont à l'attaque contre les homosexuels, contre les lesbiennes et spécialement contre les trans aujourd'hui sur la planète? Ben, c'est la droite et l'extrême droite. C'est M. Trump, c'est Mme Meloni, etc. C'est aujourd'hui... Hein? M. Orban, grand ami de M. Netanyahou. Grand ami de M. Netanyahou, vous avez tout à fait raison. Donc si vous voulez, aujourd'hui, cette propagande-là, il faut la combattre, et donc combattre le discours israélien sur le pinkwashing, raconter ce que c'est que le pinkwashing aujourd'hui, raconter comment le pinkwashing, c'est aussi se défendre contre tous ces assauts, parce que c'est donner des outils théoriques, non pas pour se diviser, mais pour se rassembler. Et donc moi, ben, j'avoue que aujourd'hui, on est en 2026, la première édition de ce livre était sortie en 2017, la nouvelle édition est sortie en 2025, l'année dernière et tout. Je me pose encore la question de savoir, et je vais vous livrer la réponse et j'en aurai fini avant de vous passer la parole, savoir est-ce que le pinkwashing est une réussite ou un échec. Le pinkwashing a été une grande réussite. C'est même quelque chose qui s'étudie de plus en plus dans les instituts de marketing. Comment changer l'image d'un pays? Alors, il faut mettre beaucoup d'argent sur la table, mais ça ramène beaucoup d'argent. Encore une fois, la Gay Pride, 170 millions de dollars de recettes. Alors, c'est quoi les recettes? Ben, les recettes, c'est les hôtels, les restaurants, les clubs, etc. La vie à Tel Aviv est hors de prix. Et quand vous avez à peu près 70 000 touristes, puisque sur les 170 000, il y avait 100 000 Israéliens ou Israéliennes et 70 000 venus d'étrangers, ben, tout ça, ça ramène énormément d'argent. Un week-end à Tel Aviv, ça coûte à peu près, avec l'avion, de 1 500 à 3 000 euros. Donc vous voyez que, là encore, on s'adresse à un public haut de gamme. Alors, ce public haut de gamme, non, entre guillemets, bien entendu, ce public, mais quand même, c'est-à-dire on s'adresse à des gens qui ont des moyens. Et moi, j'étais fasciné, c'est-à-dire que pendant plusieurs années, jusqu'à 2023, évidemment, parce que les choses ont changé depuis 2023, mais des gens me disaient « Ah, mais quand même, Tel Aviv, ça a l'air bien, pourquoi on n'irait pas, tatati ?» Et donc j'ai été obligé, c'est en partie pour ça que j'ai fait ce livre d'ailleurs, j'ai été obligé à chaque fois de raconter « Ben non, Tel Aviv, c'est pas bien, et voilà pourquoi c'est pas bien. Voilà pourquoi vous ne devez pas. » Donc je dirais que c'était un grand succès, mais aujourd'hui c'est un grand échec, parce que d'abord, Israël ne fait plus illusion. Et aujourd'hui, les queers à travers le monde, les collectifs queers à travers le monde sont à la pointe du combat contre Israël. Aux États-Unis, le wokisme qui est dénoncé par toute une série de gens qui sont les alliés idéologiques de l'extrême droite, Nora Busini, etc. Ces gens-là, aujourd'hui, mènent une offensive contre les queers qui est en réalité une offensive contre la Palestine. Vous défendez la Palestine, vous êtes les dindes. C'est comme ça qu'on les qualifie aux États-Unis. Les dindes queer. Voilà. Donc nous, on n'est pas des dindes queer, et nous, on pense qu'il faut continuer à défendre la Palestine, et nous, on pense qu'aujourd'hui, la manière dont Israël a utilisé les gays, et la manière dont Israël a parlé en notre nom, ça, c'est terminé. Et donc, ce qui a été un succès d'Israël jusqu'en, on va dire, 2023, est aujourd'hui devenu un échec, et l'évolution même des communautés, les nouvelles questions qui se posent à travers les communautés, à travers le monde, le fait même que cette rencontre entre ce soir soit organisée à la fois par l'AFPS et le groupe queer de Calais montre bien que les choses sont en train de bouger, et que donc la défaite d'Israël, sur ce plan-là au moins, est, me semble-t-il, un peu actée. Voilà. Merci. Alors là, j'ai le rôle de dire à peu près le temps. On va se donner un quart d'heure, 20 minutes de questions, et après,
On laissera 10 minutes. Je sais que c'est court par rapport à tout ce qu'il y aurait à dire. Mais bon, c'est le format aussi qui veut ça. Ouais. Voilà, un quart d'heure, 20 minutes de questions. Après, on se donnera 10 minutes. On finira sur cette question du retour de terrain. Et je vous propose après, parce qu'on est aussi pris par le temps, s'il y a d'autres questions sur le retour de terrain, on pourra quelques questions. Mais aussi, on peut parler aussi après autour de cette belle table librairie que nous a préparée la librairie de Chirac. À vous. Je vous ai assommé. Bon, une toute petite question, mais les lesbiennes dans tout ça, alors? Non, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Il se trouve que j'ai une très grande amie depuis longtemps, lesbienne à Tel Aviv, et jusqu'en 2023, les quelques fois quand j'ai fait ce livre, notamment, je suis allé à 3 ou 4 Gay Pride, 2014, 2016, 2015, enfin dans ces années-là, cette amie que j'adore, elle me dit, moi, pendant une semaine, je coupe la radio, je coupe Internet, je ferme mes volets et je parle à personne. C'est-à-dire que les lesbiennes étaient d'une certaine manière volontairement mises à l'écart. Alors, pour 2 raisons. La première, c'est que les lesbiennes n'ont pas du tout la même manière de voyager que les gays. C'est pas moi qui le dis, c'est leurs études marketing. Selon les études marketing du gouvernement israélien. Donc là, vous direz peut-être autre chose. Mais les lesbiennes, elles n'aiment pas le camping quand elles voyagent. Elles aiment la nature, le camping, faire des randonnées, etc., etc. Et donc, elles ne sont pas du tout intéressantes pour les lounge bars, pour les clubs, pour les hôtels 5 étoiles et tout. C'est le discours marketing. 2, les lesbiennes, dans l'histoire israélienne, politique, ont été beaucoup plus radicales sur la question de l'engagement pour la Palestine que les gays masculins. Et ça, c'est très très net, et ça s'est vu notamment avec l'histoire de Black Laundry. Donc Black Laundry, c'était un groupe militant au début des années 2000 qui s'est engagé très fortement contre l'occupation en Israël, qui était un groupe queer avant l'heure, puisqu'à l'époque on n'employait pas, qui était principalement animé par des lesbiennes et palestiniennes et israéliennes. Et donc, cet engagement très fort de ce groupe, cette création très forte, cette radicalité qui les animait. Black Laundry avait repris les codes d'Act Up en France, enfin les codes. Ils n'avaient pas fait le rose et le noir comme avait fait Act Up en France, mais ils faisaient des happenings dans la rue. Alors par exemple, ils ont fait un grand scandale, je ne sais plus quelle année, c'était en 2002 ou 2003 par là, parce qu'elles sont allées à la Gay Pride, c'était une centaine, en costume de prisonniers politiques palestiniens. Vous savez que les prisonniers palestiniens, politiques palestiniens sont nombreux, ils ont des combinaisons oranges, et donc ils avaient défilé en combinaison de Palestiniens, de prisonniers politiques palestiniens, même au sein d'une Gay Pride, c'est particulièrement scandaleux. Donc voilà les méthodes. Donc les lesbiennes ont toujours été tenues à part de ce marketing israélien, qui a fait qu'aujourd'hui, encore, c'est dans la radicalité de la mobilisation et des dernières personnes, malheureusement, les dernières personnes qui se mobilisent en Israël. Là, par exemple, j'étais la semaine dernière à Tel Aviv, j'ai vu 2 personnes qui sont encore engagées dans le combat contre le gouvernement Netanyahou, cette amie lesbienne dont je vous parle, et une autre de mes amies, Annette, qui, elle, est psychanalyste et qui, donc, a une analyse assez fine, et puis elle a 78 ans, donc elle a l'expérience, elle a une analyse assez fine de la société israélienne. Ça fait 2 personnes. Donc vous voyez, c'est pas beaucoup. Est-ce que Brand Israël a trouvé de nouveaux groupes de personnes, groupes de valeurs sur lesquels mettre son argent? Ce qu'il y a d'extraordinaire avec cette histoire de Brand Israël est dissous, c'était Tzipi Livni qui l'avait créé. Tzipi Livni, vous savez qui c'est Tzipi Livni? Elle a été ministre des Affaires étrangères. L'histoire est drôle parce que, je la raconte en 2 mots, elle a été ministre des Affaires étrangères de Netanyahou et surtout de Sharon. Et donc, elle a fait partie de ces gens qui ont très vite évolué sur la question de l'État palestinien. Et donc, à dire, elle a été une des premières dans la classe politique de droite israélienne à dire on ne fera pas l'impasse sur la création d'un État palestinien. Donc, Brand Israël, son grand coup de marketing, ça a été ça, le pinkwashing et
l'extension du pinkwashing, parce qu'à un moment, le public gay commençait, il n'est pas extensible, le public gay occidental friqué, pro-israélien, de droite. Alors, ils ont été chercher les gays dans des endroits où on ne pense pas qu'on irait les chercher forcément. Mais par exemple, dans les pays du Nord, Danemark, Suède, Norvège, qui sont comme par hasard des pays où l'extrême droite est de plus en plus puissante. Ils ont été les chercher en Allemagne, comme par hasard, l'extrême droite pro-israélienne, puisqu'elle est devenue très pro-israélienne, l'extrême droite en Allemagne, est de plus en plus puissante. Ils ont été les chercher en France, où l'extrême droite est de plus en plus puissante. Mais au bout d'un moment, c'est pas ça qu'Israël avait besoin de vendre. Ça roulait tout seul. Le marketing gay roulait tout seul. Jusqu'en 2023, tous les ans, il y avait 150 000 personnes, 200 000 personnes à la Gay Pride. Les hôtels étaient pleins. Et le reste de l'année, grâce à tout ça, il y avait des vols charters. Il y a toujours, il y a plus, mais il y avait à l'époque des vols charters, EasyJet, Transavia, tout ce que vous voulez, qui venaient de toutes les capitales du monde pour vendre Israël. Israël, c'est à partir de 2015-2016, comme ça roulait tout seul, on laissait tomber Brand Israël pour des actions marketing destinées là plus sérieusement aux très grandes entreprises et au marché de la défense. Israël s'est rendu compte qu'il y avait des trous dans la raquette, dans les industries de la défense dans le monde entier, notamment sur la question de la surveillance. Et qu'une des grandes spécialités israéliennes, c'est la surveillance des populations. Je vous ai parlé de l'unité 1200, mais il y a bien d'autres surveillances. Toute la surveillance numérique de la Palestine est quelque chose d'incroyable. Vous avez sans doute peut-être vu des séries, la série Fauda, la série Gros Boys, qui racontent à quel point tout ce qu'on fait nous, alors je suis pas parano du tout, puis je m'en fiche d'une certaine manière, j'ai rien à cacher, mais enfin, tous les téléphones des Palestiniens sont faits, vous allez pisser, ils le savent, etc. quoi. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Israël ? Israël, il a développé une autre structure beaucoup plus discrète, beaucoup moins bavarde, avec beaucoup moins d'argent, mais qui a été des structures classiques, d'ailleurs, comme il existe en France, pour vendre les systèmes de défense et les systèmes de surveillance numérique dans le monde entier. Et on a eu un exemple magnifique, mais vraiment magnifique, avec Pegasus. Pegasus, ils ont vendu à 70 pays. 70 pays. Le truc, le système de surveillance, des millions de dollars, le roi du Maroc l'a acheté et en a profité pour espionner son ami Macron avec Pegasus. Au conseil d'administration de Pegasus, ils ont mis un type que vous voyez tout le temps, à la télé, à la radio, qui est soi-disant le grand spécialiste d'Israël, qui est M. Gérard Haro, qui a été ambassadeur à Tel Aviv et ambassadeur à Washington. Qu'est-ce qu'a fait Gérard Haro pour ses vieux jours ? Il est devenu chroniqueur au Point. Bon, ça, c'est pour la galerie, quoi. Mais surtout, il est devenu administrateur de Pegasus, conseil d'administration de Pegasus. Et donc ça, il fallait payer M. Haro ses jetons de présence, puisqu'il est au conseil d'administration. Mais enfin, sinon, ça ne coûte pas un rond. Voilà. Donc aujourd'hui, la question pour Israël, c'est maintenant de trouver ses porte-voix. Or, on l'a vu l'année dernière, étant donné qu'ils ont mis que toute critique contre Israël est considérée comme antisémitisme, ils ont mis tous les défenseurs d'Israël en premier rang qui critiquent, vous et moi, comme supposés antisémites. Et donc, la dernière grande initiative internationale d'Israël, ça a été l'année dernière une conférence sur l'antisémitisme que d'ailleurs Orient 21 a raconté dans un article, parce que nous y sommes allés, puisque notre métier c'est de faire du journalisme, et donc ils ont fait une grande conférence sur l'antisémitisme, dont les invités étaient toutes les raclures d'extrême droite possibles et imaginables, venues de toute la planète, et pour la France, le seul représentant français, grand spécialiste bien connu de la lutte contre l'antisémitisme, c'était monsieur Jordan Bardella. Voilà, donc tout se tient, Tout se tient. Donc aujourd'hui, pour moi, si vous voulez, si on veut parler d'Israël, ça va paraître bizarre, si on veut parler d'Israël d'un point de vue gay et d'un point de vue queer, il faut commencer par combattre le Front National ici. Et il faut combattre les alliés idéologiques du Front National qui sont extrêmement nombreux, et je pense par exemple à Nora Bucini, je pense à Marguerite Stern, elle a le même nom que moi mais c'est pas ma famille, qui sont des gens qui sont aujourd'hui en première ligne du combat
contre les queers, c'est Nora Bussini qui nous qualifie de dinde, c'est Marguerite Stern qui mène une offensive idéologique à travers les bouquins et le Figaro Magazine contre les trans, et qui évidemment, dans toutes leurs positions publiques, sont en défense d'Israël. Le temps d'une dernière question, après on fera ce... Deux questions? Deux questions. Non, je ne sais pas. Deux questions. Si on n'a pas, on passe à autre chose. Est-ce qu'il y a des marqueurs de manipulation de la Russie et la manipulation d'opinion? Est-ce qu'on a des marqueurs de manipulation de masse d'opinion par Israël? Ah oui. En sous-jacent, quoi. Ah oui. Alors là, oui, si vous voulez. Par contre, mais ce qu'il faut bien comprendre, alors, il faut bien comprendre ce que c'est que le Mossad, d'abord. Hein. Le Mossad est une organisation militaire, mais est aussi une organisation politique. Le Mossad est chargé d'influencer, au sens propre du terme, les dirigeants. C'est-à-dire, pas vous et moi, on n'est pas cœur de cible pour le Mossad, enfin, à moins que vous soyez dirigeant de je ne sais quoi, pour un Premier ministre, mais je ne crois pas, parce que le Premier ministre, il fait de la concurrence ce soir, puisque le Premier ministre, il est au dîner du CRIF, et il est en train de baratiner au dîner du CRIF qui est ce soir, contre toi et moi, pour dire, oh là là, il y en a marre de ces antisémites, etc. Donc, non, ça marche tout seul, c'est ça qui est phénoménal. C'est-à-dire qu'Israël a besoin de personne pour défendre Israël aujourd'hui, puisque, encore une fois, le combat est mené, on n'est pas en train de démolir la Palestine, on n'est pas en train de réduire la Palestine à néant, on est en train de convaincre l'islamisme qui menace la planète et nos modes de vie. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est extrêmement intéressant de voir, par exemple, j'y reviendrai peut-être dans la dernière partie, mais de voir l'image du Hamas en Palestine. Et ça, moi je suis journaliste, je ne suis pas commentateur politique, je ne suis pas idéologue, donc je constate que l'image du Hamas, elle n'est pas meilleure en Palestine que partout dans le monde. C'est-à-dire que les gens considèrent là-bas que le Hamas a d'une certaine manière à la fois débloqué la situation, mais a plongé la Palestine dans un malheur dont personne aujourd'hui, malheureusement, ne voit l'issue. Il ne faut pas oublier, pour terminer sur ce point-là, que c'est quand même Netanyahou qui a fabriqué le Hamas, avec la complicité du Qatar. Quand vous lisez le jour où il y aura les vraies commissions d'enquête sur ce qui s'est passé avant le 7 octobre, sur les liens entre le Hamas, les billets d'avion, les billets, pas d'avion, les billets, les valises de billets arrivaient de Doha, atterrissait à Ben Gourion, passait par le bureau du Premier ministre à Jérusalem, il y avait, mettons, 20 millions de dollars, il en prenait 2 pour sa poche, et les 18 millions de dollars partaient en voiture blindée et atterrissaient à Gaza, où une grande partie de l'aide était détournée par ailleurs par le Hamas pour construire sa propre infrastructure militaire, donc profitait très peu, finalement, aux Palestiniens. Je vous propose maintenant de passer au... Mais après, vous aurez peut-être des questions, mais on profitera justement de ce temps après le deuxième temps. De passer à ce retour. Oui. Tu reviens d'Israël et de Palestine. Oui. Et là, c'est vrai qu'il nous reste finalement peu de temps, une dizaine de minutes. Mais... Allez, merci. On n'aime pas les micros, lui. Voilà, on va passer au deuxième temps. Il nous reste à peu près une dizaine de minutes. Qu'en est-il de ce retour? Tu as parlé de l'importance du journalisme indépendant, c'est-à-dire c'est pas de l'idéologie, il ne s'agit pas de commenter en permanence les mêmes discours sur les mêmes images, mais simplement dire ce qu'on a vu, et essayer de faire un récit à partir de ce qu'on a vu. Et donc la question elle va être simple, c'est qu'est-ce que tu as vu? Si je devais répondre avec un mot, donc j'ai passé 15 jours, je suis rentré mardi, non, je suis rentré lundi. J'ai passé 15 jours, j'ai passé 10 jours
à Tel Aviv pour une enquête dont je vous dirai 2 mots à l'instant, et puis 4 jours à Naplouse, qui est une ville que j'aime beaucoup, avec qui je suis allé souvent et à laquelle je suis très attaché et tout. Et si je devais résumer ça pour un mot, pour répondre à ta question, Jérémy, je dirais que ce qui m'a marqué, c'est la peur. C'est-à-dire que il y a 2 ans, je suis allé en Palestine l'année dernière, mais c'était un voyage très court, donc j'avais vu pas grand-chose, etc. Mais j'avais séjourné déjà à Naplouse au printemps 2024, donc il y a 2 ans. Et à l'époque, il y avait encore chez les Palestiniens cette idée qu'on avait quand même un espoir de vaincre Israël, un espoir malgré tout de sortir de l'impasse. Aujourd'hui, les gens ont peur. Alors, les gens ont peur de 2 manières. Les Palestiniens ont peur de disparaître. La peur de la disparition est en train d'anéantir la Palestine parce qu'Israël fait tout pour les faire disparaître. Alors, l'enfermement, évidemment, qui est très important, mais aussi l'asphyxie économique qui est encore plus importante et qui m'a énormément marqué là. C'est-à-dire que Naplouse, certains connaissent peut-être Naplouse dans cette salle. Enfin, c'est une très grande ville, Naplouse. C'est une ville de 300 000 habitants. C'est une très belle ville. C'est un des plus beaux sites. C'est une des plus belles villes du monde pour moi. Parce que c'est une ville dans une cuvette, entourée de montagnes, avec une vieille ville au centre, qui est une des plus belles vieilles villes, qui est plus belle, à mon avis, que la vieille ville de Jérusalem, et peut-être moins oppressante que la vieille ville de Jérusalem, qui est quand même un espèce de musée vivant, quoi. Donc, la vieille ville de Naplouse, c'est une vieille ville vivante. Vous avez des commerces alimentaires, des gens qui habitent, vous avez des hôtels, vous avez des cafés, vous avez des hammams, cette tradition de hammam. Donc, Naplouse était une ville très vivante même, très riche, puisque Naplouse est au cœur d'une vallée agricole, 2 vallées agricoles tout autour, et ces vallées agricoles sont des vallées extrêmement nourricières. Vous êtes dans le nord de la Cisjordanie, les paysages sont très verts, surtout en cette saison jusqu'à l'été, et Naplouse, autour de Naplouse, on produisait de la culture maraîchère, des légumes, des tomates, des salades, etc., etc. Et cette culture maraîchère a longtemps fait la fortune de Naplouse, puisque au-delà de la culture maraîchère, il y avait, toujours en agriculture, les olives. Et donc là, j'ai vu, vous vendez les savons de Naplouse. À Naplouse, on fait du savon, mais aussi plus de valeur ajoutée, peut-être pour vous, plus de recettes si vous y mettez, des crèmes de beauté, des choses à partir de l'olive, et qui ont la réputation, dépasser largement les frontières de Naplouse. Aujourd'hui, tout ça, c'est terminé. Pourquoi ? Parce que ce que vous lisez, ce que vous savez, c'est-à-dire de toutes les offensives des colons autour de Naplouse, mais là j'ai écrit l'article hier, je l'ai fini, j'ai recensé entre le 1er février et le 15 février, date à laquelle j'ai conclu, j'ai recensé 25, en regardant juste les dépêches et en parlant avec mon fixeur et traducteur et compagnon là-bas à Naplouse, 25 attaques de colons dans les différents villages autour de Naplouse, en 5 jours. Donc vous voyez, quand vous attaquez des paysans, qu'est-ce que font les colons ? Ils attaquent, ils les passent à tabac, d'abord, pour commencer. Ils tabassent les gens. L'armée les tue, mais les colons les tabassent, mais surtout ils saccagent. Ils saccagent les cultures. Ils détruisent les champs. Ils détruisent les semis. Et donc, c'est toute l'économie qui est en train de s'effondrer avec ça. Et le deuxième truc qui a fait effondrer l'économie, c'est que il y avait des dizaines de milliers de Palestiniens qui travaillaient en Israël, ou qui travaillaient dans les entreprises des colonies, ou qui travaillaient dans les fermes agricoles des colonies, qui sont extrêmement nombreuses dans le nord de la vallée du Jourdain, puisque les Israéliens, en dépit du bon sens, d'ailleurs dans la pratique agricole la plupart du temps, ont développé toutes sortes de produits agricoles à très forte valeur ajoutée pour les pays occidentaux. Donc, par exemple, maintenant, on produit dans la vallée du Jourdain, dans le nord de la vallée du Jourdain, on produit des herbes aromatiques, on produit des fleurs sous serre, avec beaucoup d'eau, donc une agriculture pratiquement aberrante dans cette région, où l'agriculture palestinienne, au contraire, est ancestrale et travaille sur des systèmes de goutte à goutte. Donc, l'économie palestinienne s'est effondrée sous la pression d'Israël et continue de s'effondrer, donc la pauvreté s'installe. Et pour moi, à Naplouse, qui a toujours été une ville riche, malgré l'occupation,
c'est quand même quelque chose d'énorme. La pauvreté s'installe et surtout, les gens savent, puisque même Israël a reconnu aujourd'hui, a reconnu la semaine dernière, Israël a reconnu avoir fait 70 000 morts à Gaza. Donc ce chiffre, on se faisait traiter d'antisémite la semaine dernière quand on le disait, maintenant c'est Netanyahou qui le dit, donc on ne peut plus être antisémite puisqu'on ne fait que répéter ce que le gouvernement israélien lui-même finit par reconnaître. Mais quand vous êtes palestinien et que vous savez qu'Israël a tué 70 000 personnes à Gaza, on a déjà tué 1000 dans la Cisjordanie depuis début 2024, c'est-à-dire en 2 ans, et vous avez peur. Et vous avez peur, et cette peur de disparaître, j'avoue que c'était quelque chose, j'en parlerai, Edith sait que j'ai travaillé il y a quelques années dans des pays, les pays de l'Est, en Roumanie en particulier, où les gens avaient peur. Mais la peur aujourd'hui, la peur en Roumanie était la peur du régime, la peur de l'arrestation, c'était pas la peur de disparaître. Aujourd'hui, c'est la peur de disparaître. C'est cette idée de savoir que si les Israéliens se mettent à détruire Naplouse comme ils ont détruit Gaza, où est-ce qu'on va aller ? Où est-ce qu'on va aller ? Nulle part. Où est-ce que nos enfants vont grandir ? Comment nos vieux ? Donc les gens vous racontent, c'est terrible, les gens vous racontent les nuits blanches, les insomnies, les crises de panique des enfants et tout. Et j'avoue que ça m'a glacé le sang. Ça m'a d'autant plus glacé le sang qu'en réalité, les Israéliens sont exactement dans la même situation. Alors évidemment, ils ne subissent pas les mêmes choses que subissent les Palestiniens. Ils ont de quoi manger, ils ont encore du travail, etc., etc., etc. Mais personne en Israël, à part le gouvernement, bien entendu, personne en Israël dit « on a gagné ». Personne. Tout le monde sait qu'ils n'ont pas gagné. Et même le gouvernement israélien, quand ils disent qu'ils ont tué 70 000 personnes, ils disent 70 000 personnes, dont 18 000 combattants du Hamas. Donc, ça veut dire qu'ils ont tué et reconnaissent avoir tué 52 000 civils, hommes, femmes et enfants. Mais surtout, au début du gouvernement, au début de la guerre à Gaza, le gouvernement israélien, c'est leurs chiffres, là encore, moi je suis que journaliste, donc je ne fais que lire les choses ou les écouter, disait que le Hamas représentait 38 000 combattants à Gaza. Ça veut dire qu'au bout de 3 ans de guerre, après avoir détruit ce territoire, ils n'ont pas exterminé le Hamas, loin s'en faut. Et donc, les gens, là-bas, savent que la guerre n'est pas gagnée. Et les gens savent que Netanyahou est un menteur. Tout le monde le dit. Même Trump dit aujourd'hui Netanyahou est un menteur. Vous savez qu'Obama disait Netanyahou est un menteur, Sarkozy disait Netanyahou est un menteur, tout le monde dit Netanyahou est un menteur, maintenant même Trump le dit. Donc les Américains sont pris entre un discours sur Gaza avec les délires absolus de Kouchner et des Émirats arabes unis qui sont ses alliés dans une espèce de projet de créer des marinas et des hôtels de luxe à la place de Gaza, mais Trump avant-hier, a condamné et a dit que c'était pas normal les nouvelles mesures qu'a pris le gouvernement israélien au dernier Conseil des ministres dimanche, donc il y a 4 jours, les nouvelles mesures foncières pour l'annexion des terres des Palestiniens. Même Trump a dit ça c'est pas possible. Donc ça se traduit en rien, hein. Vous êtes suffisamment au courant de tout ce qui se passe pour savoir qu'on peut avoir toutes les condamnations de la terre et que ces choses vont pas bouger d'1 centimètre. Mais néanmoins, ça veut dire qu'aujourd'hui, les Israéliens sont face à une défaite. Et cette défaite, elle est double. Elle est technique, on n'a pas gagné la guerre à Gaza, et elle est politique, parce qu'aujourd'hui, tous les Israéliens se disent « mais qu'est-ce qu'on va devenir ? Qu'est-ce que va devenir notre pays ?» Je ne dis aucun secret, mais j'ai vu un grand diplomate de l'ambassade de France, le numéro 2 de l'ambassade de France, ils n'ont jamais eu autant de demandes de passeports. Des gens cherchent à avoir des passeports, et d'après certains chiffres, mais ça je ne peux pas vous les confirmer, il semble que la moitié des 10 millions d'Israéliens aient aujourd'hui un 2e passeport, c'est-à-dire la possibilité de se tirer. Les chiffres officiels sur ce plan-là du gouvernement israélien, l'année dernière, 14 000 arrivées d'Alia, 14 000. Alors, quand aujourd'hui, moi j'ai interviewé il n'y a pas longtemps, vous pouvez retrouver mon interview sur Finkielkraut, sur Orient 21, vous avez Aurore Berger qui était la semaine dernière, vous avez tous les journaux qui écrivent, les Juifs de France ont peur, les Juifs de France partent, les Juifs de France ont... Rien n'est plus faux. Les chiffres de l'AIA n'ont jamais été aussi bas.
D'ailleurs, entre nous, pour avoir envie d'aller en Israël aujourd'hui, il faut se lever tôt. Mais donc, l'année dernière, il y a eu, selon les chiffres officiels du gouvernement, 14 000 arrivées en Israël, de juifs du monde entier, et il y a eu 80 000 départs officiels. 80 000. Donc c'est des chiffres considérables parce que c'est des chiffres officiels. Il y a énormément de gens qui quittent Israël sans dire qu'ils quittent Israël et ils vont s'installer. Alors ils ne viennent pas s'installer en France, ça c'est sûr. La France d'abord c'est un pays pas terrible aujourd'hui du point de vue de l'attrait quoi. Qui a envie de s'installer en France franchement? Non mais c'est vrai. En France vous avez Marine Le Pen en embuscade, vous avez Macron qui est à moitié fou et l'économie qui va mal. Donc non mais c'est vrai. C'est pas le pays qui fait le plus envie, la France. Mais par contre, énormément de gens d'Israéliens achètent et s'installent, et il y a des écoles israéliennes qui s'ouvrent à Athènes, en Grèce. Pourquoi? Athènes, c'est à 1 heure d'avion de Tel Aviv, la vie est pas chère du tout, c'est plutôt le même climat, le climat d'Athènes est, disons, plus agréable que le climat français, et donc, on s'installe à Athènes, on achète des appartements, c'est très facile d'être en télétravail, etc., etc. Donc voilà. Donc la peur, c'est ce qui, c'est le mot-clé. Et j'avoue que pour moi, encore une fois, qui fait quand même ce métier depuis maintenant, je sais pas, 40 ans ou 50 ans, 45 ans on va dire, c'est quelque chose que j'avais jamais senti à ce point-là. C'est-à-dire que cette espèce de terreur qui s'est emparée des esprits, voilà. Et puis alors il y a d'autres choses que je raconterai, mais je vous laisserai lire mes articles d'Orient 21, parce que il y a un sujet qui est absolument phénoménal, qui n'a jamais été traité dans la presse française, mais qui est lié à l'histoire mondiale de la guerre, donc je suis en train de travailler dessus, c'est la drogue. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit, et maintenant les choses commencent à sortir, qu'en fait il y a énormément de soldats israéliens qui ont été au combat drogués, avec des drogues fortes, c'est-à-dire je ne vous parle pas du cannabis, mais je vous parle des méthamphétamines, je vous parle du LSD, je vous parle des opioïdes, je vous parle, etc. Et donc, c'est une guerre qui s'est livrée sur la drogue. Et aujourd'hui, vous avez 40 000 personnes en Israël, 40 000 personnes réservistes ou ex-appelées qui ont servi à Gaza, et qui sont traités dans des protocoles thérapeutiques avec usage de drogue, puisque, vous le savez peut-être, Israël a autorisé le cannabis thérapeutique maintenant depuis 4-5 ans. Donc on traite les gens au cannabis thérapeutique, mais aussi, puisque souvent ils sont très accoutumés à la drogue, il y a des drogues puissantes, on les traite aussi au LSD, aux méthamphétamines, au MDMA, aux opioïdes, etc. Israël est aujourd'hui le premier pays au monde, rapporté à la population bien entendu, consommateur d'opioïdes, consommateur de cannabis médical et consommateur de somnifères. Donc ça vous donne un peu l'idée du moral des troupes. Tout d'abord, merci à vous et merci Jean Stern pour votre intervention. Je vais laisser dans quelques secondes la parole à Jean-Jacques, parce qu'il va parler de Naplouse, il va nous parler de quelque chose qui est important dans la région de Naplouse. Mais n'hésitez pas à aller voir la table de librairie après, parce que là, j'avais une quinzaine de questions, j'en ai posé 3, parce qu'en fait, il y a énormément de dimensions dont on n'a pas parlé et qui sont vraiment fondamentales dans ce livre, comme la question de la reproduction, comme la question aujourd'hui de la manière dont l'armée, vous en avez parlé aussi, mais voilà, allez lire ce livre parce que là on a évoqué que quelques parties, c'est extrêmement riche, extrêmement puissant. Ouais. Maintenant, merci. Mais c'est vrai, merci à toi. la question de la reproduction, c'est-à-dire c'est la question de la production d'enfants qui est au cœur aujourd'hui des mutations de le micro. Rapidement, ça fait j'ai passé Juste pour finir, mais c'est un truc aussi pour moi énorme. C'est-à-dire, Israël est un des pays les plus réactionnaires sur les méthodes contraceptives et sur l'avortement, puisque une des moyens de livrer la bataille contre les Arabes, c'est la natalité. Et donc Israël limite toutes les mesures qui défavorisent la natalité et au contraire avalise toutes les mesures qui favorisent. Et donc sur la GPA par exemple, il y a des trucs mais phénoménaux. Et les rabbins
qui voue par ailleurs les homosexuels aux gémonies, hein, parce que dans nos ennemis, il y a tout le Front National et il y a Marguerite Stern et tout, mais il y a aussi, malheureusement, une bonne partie des rabbins. En même temps, ils nous vouent aux gémonies, mais en même temps, sur la GPA, ils disent, bah, si c'est pour la défense d'Israël, on va faire une exception. Voilà. Et ça, c'est dans le niveau, c'est important. Maintenant, Jean-Jacques, un mot important aussi, quand on a parlé de solidarité avec Naplouse et sa région. Bon, vous vous souvenez, il y a 2 ans, on a accueilli un groupe de jeunes Palestiniens, de jeunes danseurs. Ils venaient du camp de Numaskar. Le camp de Numaskar est un camp de réfugiés à Naplouse. On a reçu le directeur du centre de développement social de ce camp, on l'a reçu la semaine dernière, et nous avons décidé de soutenir une de ces dernières initiatives, c'est-à-dire la production et la vente de produits artisanaux palestiniens, mais aussi de produits alimentaires. Donc, vous en avez quelques exemples ici sur les tables, mais nous allons amplifier ces échanges économiques avec ce camp. Ils en ont excessivement besoin, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la misère, il faut absolument pouvoir les aider. Nous, notre aide sera donc financière en achetant leurs produits, mais nous allons aussi lancer une campagne de dons, puisqu'ils ont besoin d'outillage, ils ont besoin de tout, puisque tout vient à manquer dans cette ville de Naplouse et dans ce camp. Donc vous avez près de la porte des bulletins pour faire un don, si vous le souhaitez. Le don est au nom de la FPS Calais et le tout sera reversé au centre de développement social de Naplouse. Comme vous le savez, les dons ouvrent droit à une réduction fiscale de 66%. Donc c'est un geste militant très important. On attend de votre part et ce soutien sous forme de dons et aussi sous la forme d'achat de produits. Donc n'hésitez pas. Et nous serons toujours là à chaque rassemblement, chaque conférence, chaque projection de film, à vous rappeler que nos amis palestiniens ont besoin de vous.